Je voudrais vous saluer tous, les intervenants d'abord, évidemment, que je remercie très chaleureusement d'être avec nous. Et puis, bien sûr, les auditeurs, les amis et membres de la Chambre. Nous allons traiter aujourd'hui un sujet qui peut paraître un peu difficile et ardu, mais qui a l'avantage d'être tout à fait dans le vent de l'histoire financière et de l'histoire de l'économie. C'est la levée des fonds en cryptoactifs. Alors, les cryptoactifs, on va les définir sans doute assez rapidement tout à l'heure. Enfin, vous savez tous à peu près de quoi il s'agit. On appelle ça quelquefois les actifs numériques. Alors, comment les utiliser pour les entreprises, notamment pour les financiers, pour ceux qui veulent obtenir des fonds en général? En réalité, si on parle de ces cryptoactifs depuis quelques années, mais c'est surtout aujourd'hui, dans les temps récents, les mois récents, que ça a pris des proportions tout à fait extraordinaires. On estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3 000 milliards de dollars constitués en cryptoactifs ou en actifs numériques, comme on veut, c'est-à-dire dans le monde autant que même un peu plus que le PIB français pour un an, pour vous donner un ordre d'idée de l'amplitude et de l'importance, avec un taux de croissance considérable, puisque au mois de mai dernier, en mai 21, on n'était qu'à 2500 milliards. Aujourd'hui, donc 3000, c'est vraiment considérable et ça va très vite. Alors, on va regarder aujourd'hui la situation de la France à cet égard, sur ce plan, en regardant d'abord évidemment les aspects juridiques généraux. La réglementation française dans ce domaine est récente, bien entendu. Elle a commencé il y a à peu près 5 ans, mais elle se met en place. Notamment à travers la fameuse loi Pacte et ses développements. Et puis, donc, après avoir regardé les aspects juridiques, on regardera les aspects fiscaux qui sont très proches, évidemment, des aspects juridiques, mais enfin, qui ont leurs particularités. Et puis, on essaiera de voir comment, en pratique, à travers un exemple très concret d'une plateforme, comment on peut utiliser pratiquement ces moyens nouveaux. Alors, pour ces 3 sujets, ces 3 parties de sujets, on a 3 intervenants majeurs. Maître Arnaud Colson, d'abord, je salue, qui est avocat associé de GV Paris Avocat, qui est spécialiste notamment des questions fiscales, mais qui va nous présenter aussi le sujet, puisque c'est lui qui a eu l'initiative de nous proposer ce sujet. Nous avons également Maître Amélie Robine, que nous connaissons bien aussi, qui travaille très souvent avec nous, et que je remercie une fois de plus, qui est cofondatrice de Beaubourg Avocat. Et elle est très spécialisée et de plus en plus, et récemment, mais de plus en plus, dans le droit de l'intelligence artificielle et surtout dans tout ce qui touche à la blockchain et donc aux actifs numériques. En droit français, mais elle a aussi certainement des vues sur l'extension de ce droit particulier qui est en train de se développer. Et puis enfin, nous aurons le témoignage de Julian Lira, qui est brésilien, installé à Genève récemment, et qui, lui, est en train de mettre en place justement une plateforme d'investissement spécialisée pour les jetons numériques. Et donc, il nous expliquera comment ça se présente et comment intervenir sur le marché pour lever ces fameux fonds dont nous avons fait le sujet de cette conférence. Alors, merci à tous encore une fois. Je donne la parole à Arnaud, je crois, c'est lui qui va introduire le sujet, puis il reviendra, je crois. Et enfin, les 3 orateurs, les 3 intervenants vont s'arranger entre eux, on leur laisse le champ libre et je crois qu'ils ont nous raconter une belle histoire, un beau récit, comme on dit aujourd'hui. À vous, mes amis. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à la Chambre de commerce du Brésil en France de nous permettre cette intervention. Merci Rose pour cette parfaite organisation. Donc oui, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de ce sujet, donc des cryptoactifs, qui est pour moi
et je ne suis pas le seul à le penser, une technologie assez bouleversante. Donc oui, en préparant ce webinaire, on s'est dit que c'était peut-être intéressant en préambule de vous donner quelques retours pratiques de à quoi ressemble une expérience d'investissement au moyen de cryptoactifs. Et pour ça, il faut un peu l'appréhender en la comparant à ce qui existe aujourd'hui dans l'économie traditionnelle. Une levée de fonds traditionnelle, c'est assez simple instinctivement. En tant qu'investisseur, je vais faire un virement bancaire de mon compte bancaire vers le compte bancaire de la société qui émet les fonds. La société qui émet les fonds va recevoir donc, du coup, du capital. Ça va donc augmenter son capital, on appelle donc le capital social. Et on va donner des actions ou des parts de société à l'investisseur en contrepartie de la mise de fonds. Ces actions seront inscrites sur un registre qu'on appelle, qui est tenu au format papier, qu'on appelle registre des mouvements de titres. Et jusqu'ici, il n'y a aucune technologie impliquée. C'est l'avocat souvent d'ailleurs qui tient ce registre manuellement. Et quand il y a un mouvement d'action d'un propriétaire vers un autre, c'est manuellement que l'avocat va déclarer cette mutation. Avec les cryptoactifs, on rentre dans une sphère qui est totalement innovante, à savoir que déjà, très pratiquement, les choses se passent en ligne. Vous allez sur un site internet, sur le site de l'ICO, sur le site qui décrit le projet. Pour investir, il va falloir remplir un formulaire, un peu comme vous faites des achats sur Internet. On va vous demander évidemment des informations sur votre identité. On va vous demander le nombre, le montant d'argent que vous voulez investir. Et ensuite, vous allez, si vous êtes investisseur potentiel, vous êtes titulaire d'un portefeuille d'actifs numériques. Et ce portefeuille d'actifs numériques, pour que, en quelque sorte, le RIB de votre portefeuille d'actifs numériques, c'est une clé publique qui ressemble à ni plus ni moins une formule de code informatique. C'est une série de chiffres et de lettres. Et vous allez copier-coller ce RIB qui est relié à votre portefeuille numérique dans le formulaire de souscription. Et ensuite, c'est l'émetteur qui va vous transférer sur ce portefeuille en échange des cryptoactifs que vous allez verser, puisque souvent les levées de fonds sont en cryptoactifs et non pas en monnaie euro ou dollar telle qu'on connaît. Et vous, en échange, vous allez recevoir des jetons. Et là, vos jetons vont être inscrits sur un registre qu'on appelle la blockchain, la chaîne de blocs, et on voit rapidement, instinctivement, que tout ça est extrêmement automatisé, puisque cette chaîne de blocs, cette blockchain, c'est du code informatique, ni plus ni moins. Il est infalsifiable, donc en termes de sécurité, comme il y a une puissance de calcul et énormément de gens qui valident ce calcul instantanément partout dans le monde, il va y avoir une sécurité de la transaction qui fait que cette transaction va être approuvée par plusieurs parties, qui fait qu'on ne pourra pas la remettre en cause. Et tout ça se fait automatiquement avec une désintermédiation qui est forte, puisque dans tout ce que je viens de décrire, je n'ai pas parlé des banques et je n'ai pas non plus parlé finalement des conseils, des banquiers d'affaires ou des avocats, puisqu'il y a une grande partie qui est liée à du code informatique dans cette opération. Voilà, donc c'était juste pour que vous ayez une idée un peu de l'environnement. Ensuite, bien entendu, il y a un cadre juridique et fiscal qui a été posé sur ce type d'opération, mais c'est du coup pour ça qu'on parle souvent de finances décentralisées. Décentralisées parce que je vous dis, la chaîne de blocs ne requiert pas l'implication du monde bancaire, ni non plus d'un greffe de tribunal de commerce pour tout ce qui est inscription de titres sur un registre. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé. Et évidemment, l'innovation réside dans cette puissance de calcul et cette automatisation, quelque part, d'un transfert de valeur. Donc voilà, donc maintenant que j'ai dit ça, je vais passer la parole à Amélie, qui va nous parler du cadre juridique. Et moi, je vous retrouve pour parler des aspects fiscaux. Bonjour à tous, merci Monsieur l'ambassadeur, à la Chambre du commerce de Brésil en France et à Rose de nous avoir permis d'organiser ce séminaire avec Arnaud et Yulran. Alors, je vais partager mon écran parce qu'effectivement, j'ai prévu une petite présentation. Alors,
vois. Voilà, normalement. Partage. Alors, est-ce que c'est OK? Tout le monde voit bien mon écran? C'est OK. Seulement mettre en plein écran, Amélie. Oui, alors simplement, je ne vois plus comment récupérer la main. Ah si, peut-être ici, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors, effectivement, donc, merci Arnaud pour ce propos introductif qui permettait de bien cadrer le contexte quand même très novateur dans lequel on se trouve. Puisqu'effectivement, on va vous parler aujourd'hui donc de levée de fonds en crypto-actifs. Et ces levées de fonds en crypto-actifs, on les appelle les ICO. Et on va vous expliquer en fait le cadre juridique et fiscal afférent aux ICO en France. Alors, tout simplement, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une ICO? Comme je l'indiquais, c'est une levée de fonds en crypto-actifs. Et donc, c'est un nouveau mode de financement des entreprises aujourd'hui. Et l'ICO française, ou Initial Coin Offering en anglais, donc elle est définie à l'article L552-3 du Code monétaire et financier comme étant une offre publique de jetons qui consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à des jetons. Alors ensuite, l'article précise qu'effectivement, on peut entendre parler, on parle d'offre publique de jetons lorsque l'offre est ouverte à un minimum de 150 personnes. Les caractéristiques d'une ICO au terme de la réglementation française sont les suivantes. Donc, effectivement, comme je viens de le rappeler, l'opération de levée de fonds, elle doit être ouverte à plus de 150 personnes. L'émetteur de jetons doit donc émettre des tokens. Les souscriptions des investisseurs vont s'effectuer en crypto-monnaie. Donc, le plus souvent, au départ, les souscriptions s'effectuent en Bitcoin ou en Ether. Et les jetons ou tokens, sont synonymes, donneront aux investisseurs accès à des produits ou des services futurs. Et là, c'est un élément extrêmement important, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et enfin, l'ICO, donc la levée de fonds en crypto-actifs, elle repose sur ce qu'on appelle un DIP, c'est-à-dire un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Et donc, effectivement, c'est-à-dire que l'opération s'effectue, comme Arnaud le rappelait au départ, sur la blockchain. Alors, au niveau français, la qualification juridique des actifs numériques, elle ressort de la loi Pacte. Donc, c'est la loi du 22 mai 2019 qui a créé une nouvelle catégorie de biens au sein du Code monétaire et financier, que sont donc les actifs numériques. Et la loi Pacte, d'ailleurs, distingue à l'article L54-10-1 du CMF, donc Code monétaire et financier, deux types principaux d'actifs numériques, qui sont d'une part les jetons, tokens, comme on les appelle communément, et les crypto-monnaies. Les jetons, dans le cadre effectivement des ICO, conféreront des droits d'usage et pourront servir également comme monnaie d'échange sur une blockchain pour pouvoir utiliser des biens et services futurs, tandis que les crypto-monnaies sont elles des monnaies virtuelles natives d'une blockchain. Comme le Bitcoin et l'Ether. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une blockchain, effectivement, et qu'on émet un jeton, effectivement, on parle alors de crypto-monnaie, tandis que lorsqu'on profite d'une blockchain existante pour ou effectuer une levée de fonds ICO ou pour proposer d'autres types de services, effectivement, on crée des jetons afférents à la nature de l'activité que nous allons lancer,
mais effectivement, on n'est pas sur du jeton natif en tant que tel, mais des jetons qui sont donc issus d'une blockchain préexistante. Donc, ces deux catégories d'actifs numériques sont importantes et bien à garder à l'esprit et sont à bien différencier notamment d'une autre catégorie, enfin de deux autres plutôt catégories de jetons qui sont les instruments financiers et les bons de caisse. En effet, le jeton qui est défini à l'article L552-2 du Code monétaire et financier, est défini comme tout bien incorporel qui représente sous une forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un DIP, dispositif d'enregistrement électronique partagé, permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. Et effectivement, on retrouve trois types de jetons dans le droit français, qui sont les jetons actifs numériques que nous avons vus précédemment et qui recoupent à la fois les jetons des ICO et les crypto-monnaies. On a les instruments financiers, les jetons instruments financiers et les jetons bons de caisse. Et ce qui est très important dans le cadre des levées de fonds en ICO, c'est qu'effectivement, il faut bien comprendre que dans ce cadre-là, on parle de jetons d'usage ou utility token qu'on oppose au security token parce qu'en fonction de la nature de son jeton, effectivement, la réglementation applicable ne sera pas du tout la même. Et une des principales distinctions effectivement entre jetons d'usage de l'ICO et le security token de la STO, donc Security Token Offering, qui étaient les deux grands types de levée de fonds en cryptoactifs lorsque les cryptoactifs se sont développés sur les marchés. On avait d'une part les ICO, d'autre part les STO. Donc, pour ICO, je répète que nous, on est très familiers de ces termes-là. L'ICO, donc c'est l'Initial Coin Offering, tandis que le STO, c'est le Security Token Offering. Et en fait, la distinction entre ces deux types de levée de fonds repose sur la nature des jetons émis lors de la levée de fonds. Dans le cadre de l'ICO, on se trouve en présence d'un utility token, c'est-à-dire que notre jeton va conférer à l'investisseur un droit d'usage sur les produits et services futurs et ou services futurs de l'émetteur et va dans ce cadre-là bénéficier d'un régime juridique allégé, tandis que lorsque l'émetteur souhaite émettre des security tokens, donc qui vont conférer aux investisseurs des droits de vote, un droit à dividende ou un droit de gouvernance aux investisseurs, là, ces levées de fonds-là, les STO, seront assujettis à la réglementation financière qui est beaucoup plus lourde et qui requiert de déposer un dossier auprès des autorités, et notamment l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc, il est très important, en tout cas pour celui pour la société qui souhaite se lancer dans une levée de fonds en cryptoactifs, de bien avoir en tête ces distinctions et de bien qualifier la nature des droits qu'il va offrir à ses investisseurs. Parce que si on choisit effectivement de lancer une ICO et qu'on la présente comme telle, alors qu'en fait, il s'agit d'une Security Token Offering, dans ce cas-là, effectivement, il y a un risque de requalification et donc qui peut générer, le cas échéant, des sanctions pénales parce qu'on se serait affranchi alors de la réglementation financière. Alors, s'agissant du cadre réglementaire, donc là, je vais me concentrer sur l'ICO qui était le sujet du jour.
La loi Pacte de 2019, elle distingue deux types d'ICO. L'ICO sans visa de l'AMF et l'ICO visé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Alors, que nous dit en fait le Code monétaire et financier? Le Code monétaire et financier, la loi Pacte, a prévu un régime optionnel pour l'émetteur et donc la société qui va lancer une ICO. Ce régime est facultatif, c'est-à-dire que en tant que société qui souhaite lancer donc une opération de levée de fonds en cryptoactifs, vous avez le choix d'aller effectivement demander un visa à l'AMF ou pas. Ce régime est optionnel. Et donc, c'est-à-dire que les ICO qui ne sont pas visés par l'AMF demeurent tout à fait légales. Et je crois que sur le plan pratique, c'est quand même extrêmement important de le rappeler. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si vous êtes bien sur une offre de jetons d'usage, effectivement, la réglementation française est aujourd'hui extrêmement souple parce qu'elle vous permet de faire votre levée de fonds sans contrainte particulière, à l'exception de la publicité, du démarchage. J'y reviendrai un tout petit peu après. Alors, la question que cela suscite naturellement, c'est du coup, quel est l'intérêt de demander le visa de l'AMF? Alors, il y a 4 intérêts majeurs de solliciter le visa. D'une part, effectivement, ça crédibilise l'opération naturellement auprès des investisseurs. C'est-à-dire que l'offre de jetons est elle-même visée. Donc, c'est une façon de montrer patte blanche à ces investisseurs en disant qu'effectivement, on a voulu inscrire son projet dans un cadre tout à fait réglementaire et légal. Et lorsque, effectivement, l'émetteur obtient son visa pour son offre de jetons, son projet figure sur ce qu'on appelle la liste blanche de l'AMF. Donc, effectivement, il y a une publicité sur le site de l'AMF des opérations donc ICO qui ont été visées et qui donnent une certaine garantie de crédibilité, de transparence, notamment sur les risques afférents à l'opération. Autre intérêt du visa, il facilite l'ouverture d'un compte bancaire. Parce qu'effectivement, en pratique, comme le rappelait M. l'ambassadeur, effectivement, on est dans une nouvelle dynamique économique et que naturellement, en fait, les banques qui se trouvent totalement hors de ce système de la blockchain, puisque par essence, la blockchain, elle permet de valider des opérations sans ce qu'on appelle tiers de confiance, donc sans banque, sans autorité, effectivement, sont assez réticentes à voir ces nouveaux concurrents arriver et donc peuvent bloquer l'ouverture de comptes bancaires pour des sociétés qui souhaiteraient effectivement donc, se lancer dans ce type de levée de fonds. Le visa de l'AMF permet effectivement de faciliter l'ouverture d'un compte bancaire en ce que si, par extraordinaire, la banque que vous solliciteriez devait refuser l'ouverture d'un compte, elle devrait justifier de son refus auprès de la CPR, et ce qui effectivement générerait, outre du tracas administratif, encore faudrait-il effectivement alléguer de motifs tout à fait légitimes. Et enfin, l'intérêt du visa de l'AMF, c'est qu'il autorise le démarchage, ce qui est naturellement un des gros enjeux, parce que la publicité et le démarchage sont extrêmement réglementés de manière générale lorsqu'on parle d'investissement financier, d'émissions de titres, d'actions, d'obligations. Là, effectivement, on est sur une levée de fonds qui peut être ouverte à un public, certes. En revanche, sans visa, il faudra être extrêmement prudent sur ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire en termes de publicité. Et surtout, le démarchage est totalement proscrit hors visa de l'AMF. Alors, s'agissant de la procédure d'obtention du visa, on vous demande, en tant qu'émetteur, d'être créé sous l'égide d'une personne morale. Effectivement, une personne physique ne peut pas lancer une opération de levée de fonds, mais j'ai envie de dire ça demeure presque du cadre logique, mais il importe toujours de repréciser les choses.
Et ensuite, effectivement, l'obtention du visa suppose la rédaction d'un document d'information qu'on appelle également le white paper, qui permettra aux investisseurs de disposer de toutes les informations relatives à cet ICO et notamment d'informations claires, compréhensibles, loyales et également de comprendre les risques afférents à l'ICO. D'autre part, l'obtention du visa est assujettie à la mise en place d'une part d'un dispositif de contrôle de l'origine des fonds et d'une identification des investisseurs de type KYC, ces fameuses obligations Know Your Customer, KYC. L'idée étant effectivement de pouvoir s'assurer que les personnes ont bien remis une ou deux pièces d'identité et que voilà, elles sont pour éviter toutes les dispositions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et donc, effectivement, on voit bien là le visa AMF, on est auprès de l'AMF, donc de manière assez classique pour une autorité financière. Effectivement, donc on voit bien que l'AMF exige des entreprises qui souhaitent lever des fonds par le biais d'ICO, une transparence de l'information, une notion de risque qui apparaît clairement aux investisseurs, d'autant plus qu'on est sur des crypto-actifs avec une volatilité dont on ne connaît pas souvent les tenants et aboutissants, et effectivement donc un dispositif de contrôle de l'origine des fonds et d'identification des investisseurs. Autre élément également, effectivement, l'AMF s'assurera que celui qui émet ces tokens est en mesure de conserver les fonds comme il se doit et ne s'emballe pas avec les fonds dans la nature, comme on a pu assister à des grosses arnaques encore récemment. En termes de délai, et j'en finirai par là par ma juridique et réglementaire, le dépôt du dossier auprès de l'AMF doit s'effectuer au moins 20 jours ouvrés avant la date prévue de lancement de l'ICO. L'AMF elle-même doit statuer dans un délai de 20 jours ouvrés suivant l'accusé de réception du dossier complet. Le visa est valable pour la durée de l'ICO et puis effectivement l'opération figure sur la liste blanche de l'AMF. Voilà, alors peut-être que ça peut être intéressant, Yulran, que c'est un peu votre retour pratique concernant les ICO et puis peut-être les aspects pratiques du visa de l'AMF. Yura? Oui, d'autant plus que pour préciser, pour compléter la question d'Amélie, c'est vrai que ce que je disais un peu aussi dans mon préambule, c'est que ce qui marque vraiment ces opérations, c'est à quel point elles peuvent être faites rapidement, c'est ça le propre de l'innovation et de l'informatique, c'est d'arriver à automatiser et donc d'accélérer les choses. Et donc justement, oui, effectivement, on trouvait ça intéressant de donner la parole à Yulgan parce que justement, lui qui voit passer beaucoup d'entreprises qui veulent aller vite, j'imagine, comment justement articuler cette habitude d'aller vite, puisque la technologie le permet, avec ces contraintes juridiques potentielles dans certains pays, comme, en l'occurrence comme la France. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur ambassadeur. Merci à la Chambre de commerce, merci à Arnaud, Amélie pour être ici. Je suis très content pour parler avec vous de blockchain. Et dans cette côté-là, je peux parler un petit peu de l'expérience, si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. OK. Alors, j'ai d'expérience pour faire les ICO au Brésil, surtout, et aussi les STO. Et moi, je pense que la plus intéressante chose qu'on peut faire dans le domaine des ICO, comme un levée de fonds, c'était une entreprise qui met à jour une technologie ou qui a besoin de la communauté pour se développer, c'est ça. Quand on fait les ICO au Brésil, c'était une entreprise qui s'appelle Monos, c'est un crypto exchange en fait.
qui a commencé à se développer au Brésil en 2019. Et là, on fait l'événement de fonds et c'était très intéressant pour utiliser les méthodes de ICO parce que ça prend très vite la communauté avec vous et ça met aussi la possibilité d'utiliser les tokens, qui c'était un ICO en fait, en cryptocurrency, une crypto-monnaie, pour utiliser les services de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant dans le domaine de l'ICO. De l'autre côté, quand on parle des STO, on peut utiliser ça pour l'autre business, qui sont plus traditionnels. Parce que dans les STO, c'est aussi comme un mini IPO, c'est Initial Public Offering, que vous faites ça pour élever des fonds pour l'entreprise, pour se développer dans l'activité, mais ce n'est pas nécessaire de mettre en marche une technologie ou de mettre aussi besoin de la communauté pour se développer. À cause de ça, les STO ils sont plus intéressants pour les entreprises qui ne sont pas vraiment, ils possèdent la technologie, mais ne sont pas vraiment, ils peuvent utiliser ça pour les domaines traditionnels aussi. Et dans le côté des business, si on parle de cette côté de la technologie qui s'utilise des ICO, c'est très important qu'on mette dedans les white papers, les documents de l'ICO, comme c'est les token economics. C'est l'économie des jetons qui est derrière les projets. Ça, c'est très important quand vous faites les ICO. En fait. Dans l'autre côté, si vous utilisez les STO, les plus importants part dans notre vision, c'est la structuration juridique. Parce que c'est très important de savoir qu'est-ce que les gens qui achètent les STO là, ils ont comme droit, ils avaient comme droit qui sont derrière les STO. Pour faire un résumé, je pense ça. Oui, tout à fait. Et pour accompagner des entreprises dans la rédaction de leur white paper, effectivement, en plus de ça, en fait, l'AMF, le cas échéant, elle fournit un plan type à respecter. Alors, on peut le suivre ou pas le suivre d'ailleurs, totalement, hein, puisqu'on peut aussi, en fait, en pratique, on a beaucoup de clients qui nous demandent de partir du plan type du visa de l'AMF, mais qui pour autant ne souhaitent pas demander le visa pour des questions en fait, de timing. Et effectivement, comme c'est un régime totalement optionnel, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté à ne pas demander ce visa. En revanche, effectivement, le fait de s'inscrire quand même dans le plan type de l'AMF, ça confère un gage de crédibilité parce qu'effectivement, il y a ce tokenomics dont vous parlez, Ulgan, qui figure et avec absolument toutes les informations sur l'entreprise, sur effectivement la façon dont ils vont conserver les fonds, sur combien de jetons seront émis, à quel prix, comment est-ce que vous allez recevoir vos jetons, comment est-ce que l'entreprise, l'émetteur va conserver vos jetons. Et puis ensuite, il y a effectivement également une partie sur la fiscalité applicable qui figure dans ce white paper. Et donc, c'est quand même effectivement important de vérifier que ce document existe et que, par ailleurs, l'ICO, elle est bien des conditions générales adaptées dans laquelle, effectivement, vous disposez de toutes les informations, et notamment les droits que vous conférez aussi le jeton, en fait. Si je vous permets de mettre aussi l'autre chose, je pense que le visa il est très intéressant pour l'entreprise qui fait les ICO en France parce qu'il donne aussi la crédibilité à côté de la banque pour ouvrir la compte bancaire. Et ça, c'est très important parce que dans l'histoire, ça, c'est un problème spécial de l'entreprise en blockchain parce que la banque, il y a beaucoup de cas que la banque, il n'a pas d'envie de faire l'ouverture d'un compte de l'entreprise. Et ça, en fait, dans ma vision, ça peut déranger un petit peu le droit que l'entreprise a d'accéder à l'économie, en fait. Parce que dans la majorité des pays, à la compte bancaire, ça signifie la continuation de business. C'est très important. Quand la France a implémenté les visas, pour moi, je pensais tout de suite que c'était un bon institut, une bonne chose que l'ICO peut utiliser pour donner l'information déjà pour les marchés, que ça, c'est une chose qui s'est faite, c'est la France, c'est le gouvernement qui est à côté et que c'est aussi possible d'accéder à la banque et aussi travailler avec les gens. Oui, alors il y a aussi un autre point.
C'est une économie aussi où la place du marketing est extrêmement importante. C'est souvent un marketing viral où on fait justement, on demande à la communauté qui se forme autour d'un projet d'en parler le plus possible. Et c'est vrai que souvent, on peut aussi, on l'a vu d'ailleurs avec Amélie sur un projet commun, on peut être confronté à, voilà, il y a un marché pour un secteur d'activité particulier et le concurrent a commencé et aller très vite. C'est pas trop arrêté pour regarder à droite le cadre juridique et à gauche le cadre fiscal. Il a juste foncé et il a voulu communiquer pour dire que c'était le premier. Et puis ensuite, il y a l'autre partie, l'autre concurrent qui a peut-être quelques semaines de retard, mais qui lui fondamentalement veut faire quelque chose de très carré et qui va respecter les réglementations et notamment faire un white paper, donc c'est donc le document qui présente l'opération avec des considérations juridiques et fiscales fortes pour rassurer. Mais peut-être que est-ce qu'on peut attendre le visa dans ces conditions alors que le concurrent a déjà extrêmement communiqué sur le sujet et qu'on est un peu à la traîne? Voilà, ça c'est très compliqué. Donc oui, ça d'ailleurs, Yulgan, je ne sais pas si effectivement, souvent on vient vous voir parce que un porteur de projet vient vous voir en disant débrouillez-vous, il faut que ça sorte très vite parce que le concurrent a déjà pris de l'avance. Ça doit être terrible, ouais. Oui, il y a une chose que les gens disent dans le domaine des startups en général, que le premier, il est toujours à l'avenir. Un coup d'avance, ouais. Un petit peu d'avance, oui. Et ça, c'est très important parce que quand vous trouvez une solution pour un problème, et c'est ça que startup fait en fait, elle trouve les solutions escalables pour les problèmes qu'on a. Et après, quand on trouve ça, c'est très important que c'est les premières parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui font la copie de ce produit et ça se développe aussi, peut-être dans notre côté, dans notre pays, dans notre région, mais ça se développe aussi. Mais les premières, il est toujours plus, les gens voient les premières comme en fait les pioneers. C'est en fait c'est quelqu'un qui a pris quelque chose pour les marchés et ça, c'est très important pour la communauté, en fait. Moi, j'aimerais des marcher avec les premières qui prennent les risques de ces premières qu'avec les deuxièmes qui fait qu'on copie, que ce n'est pas la même situation de risque. C'est à cause de ça que je pense que la vitesse, c'est très important dans les domaines des startups. Ouais. Ce qui pose du coup des difficultés sur toute la partie juridique et fiscale d'une opération. On va reprendre ce format un peu table ronde parce que c'est l'idée, hein, j'ai oublié de vous le dire en introduction pour ceux qui nous écoutent, hein, on cherche à faire quelque chose quand même d'assez interactif et pas trop magistral. Mais je vais partager l'écran pour vous parler des aspects fiscaux rapidement et puis donc on finira avec Yulgan notamment et Amélie pour plus de discussion. Alors attendez, voilà. Alors donc oui, donc j'ai déjà, on va répondre à des questions assez basiques, hein, mais la réponse oui ou non a demandé un peu de réflexion, mais l'idée c'est que je vous donne directement les conclusions. Donc la question là, c'est la fiscalité de l'émetteur. Donc là, je suis la société qui veut faire la levée de fonds, donc qui est intéressée par lever des fonds. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Donc, grande question, qu'est-ce qui est taxé? Est-ce qu'il y a de la taxation? La réponse c'est oui. Quand une société reçoit des fonds, alors là encore, le parallèle avec les opérations traditionnelles est toujours pertinent. Aujourd'hui, vous levez des fonds, une start-up va augmenter son capital social et émettre des actions. On se pose même pas la question, on ne se dit pas que les fonds qui vont être reçus vont être taxés à l'impôt sur les sociétés. Ça constitue du capital social, donc ce n'est pas un produit taxable. Bon. Sauf que sur les opérations d'ICO, on a eu une norme comptable qui a été publiée donc, par la France quand il y a eu un peu la folie des ICO en 2018 et qui dit déjà que par nature, les valeurs obtenues en contrepartie de la souscription des jetons constituent potentiellement du chiffre d'affaires. Alors après, je vais passer tout de suite au slide suivant pour vous dire quand est-ce que ça peut être taxé, mais par principe déjà, ça n'a pas la même nature les fonds levés sur une ICO que des fonds levés sur une opération d'augmentation de capital classique, puisque là,
déjà, on a une réglementation qui nous dit que potentiellement, vous pouvez être taxé sur les sommes que vous recevez. Je suis encore une fois du côté de l'émetteur. La grande question est à quel moment ces sommes vont-elles être taxées? Donc, vous vous rappelez, oui, donc, le taux d'IS va passer à 25% à compter du 1er janvier 2022. Donc, vous faites une levée de fonds d'1 million ou 2 millions, potentiellement, il faut vous dire quand même que vous ne gagnez finalement que 750 000 si la levée de fonds est d'1 million. Donc, ce n'est pas neutre comme question. Ça intéresse souvent les porteurs de projets, vous devez l'imaginer. À quel moment ces sommes vont-elles être taxées? C'est là où se situe la nuance. Et là, le règlement comptable donne une nuance qui dit que ça va dépendre un peu de la nature de votre jeton. Donc là, je reboucle avec ce qu'a dit Amélie sur la nature des jetons. Elle a distingué les jetons financiers de jetons dits jetons de service ou jetons d'usage. Et on a eu, pas plus tard que donc, cette semaine, une publication d'un rapport d'information de la Commission des finances qui définit ce jeton d'usage. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. C'est un jeton qui confère un statut ou un droit d'utilisation à son propriétaire. Il lui octroie un accès privilégié à un bien ou un service. Potentiellement, concrètement, c'est dire, voilà, grâce au jeton, vous allez pouvoir acheter des biens ou des services sur la plateforme que je vais créer. Dans cette plateforme, seuls les services que je peux vous proposer ne seront payables que au moyen du jeton que je vous donne. Vous pourrez aussi prendre part à des décisions par voie de sondage, par exemple. Vous aurez accès à des services privilégiés que seul vous, parce que vous détenez ce jeton, aurez accès. Voilà, il faut absolument qu'il y ait quelque part des droits et un statut privilégié. Il faut que ça oblige quelque part la société émettrice à rendre des services. Si ce n'est pas le cas, l'imposition est immédiate. Donc, très honnêtement, ce n'est pas du tout dans cette voie qu'il faut s'orienter, puisque si on compare ça à une opération de levée de fonds traditionnelle, c'est certes beaucoup plus contraignant et ça va moins vite, mais au moins, il n'y a pas de fiscalisation de la levée de fonds en tant que telle. Donc, il faut à tout prix que l'économie générale du token soit un jeton de service qui vous oblige ensuite, une fois que le souscripteur utilise son jeton, qui est un peu comme un bon d'achat en quelque sorte, qui oblige de ce fait donc, la société à reconnaître du chiffre d'affaires, mais uniquement quand elle rend les fameux services et non pas au moment où elle reçoit les fonds. Ce qui veut aussi dire concrètement que si finalement vous recevez les fonds, mais qu'après les souscripteurs conservent leurs jetons et ne s'en servent pas comme bon d'achat, mais jouent plutôt sur la spéculation, sur la volatilité du cours de ces titres, ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas de fait générateur d'imposition, avec la réserve de l'abus de droit évidemment, puisque s'il n'y a pas de services qui sont utilisés, les fonds qui ont été levés restent quelque part non taxables. Donc ça, c'est au niveau comptable. Ça vous montre donc que quand il n'y a pas vraiment d'obligation vis-à-vis des souscripteurs, du coup, c'est du chiffre d'affaires automatique lors de la levée des fonds. Et lorsqu'au contraire, il y a des obligations vis-à-vis des souscripteurs, on ne va pas faire de comptabilité ici, mais retenez qu'il y a un actif et un passif. Et on met à la fois à l'actif donc les jetons que vous avez reçus, c'est-à-dire que si vous voulez faire une levée de fonds en Ether, donc la crypto-monnaie, c'est l'Ether, vous ne recevez que des Ethers parce que vous avez fait la levée de fonds qu'en Ether, donc vous mettez vos Ethers à l'actif et au passif, vous mettez une somme d'égal montant, donc je lève 1 million à l'actif, je mets 1 million au passif, ce qui fait que c'est neutre et donc vous n'êtes pas taxé. Donc ça, c'est une neutralité qui est très importante à avoir en tête. C'est une neutralité déjà que vous avez réussi à obtenir sur une levée de fonds classique et donc c'est bien de l'avoir en tête aussi sur une ICO, mais ce n'est pas non plus à n'importe quelle condition. Il faut bien faire attention à la nature du token. Sur les questions de TVA, lors de la levée de fonds, on a pareil, on a eu une position officielle de l'administration qui est très précieuse, qui indique que comme quand vous recevez les fonds, il n'y a pas vraiment encore de contrepartie future matérialisée. Hein. Vous n'avez pas encore utilisé votre jeton. Pour l'instant, vous n'avez qu'un jeton, c'est tout. Donc, il y a un principe de TVA qui dit que la TVA ne s'applique que quand il y a un lien direct entre un service et puis un échange de valeurs. Et la conclusion, c'est que encore une fois, au moment de la levée de fonds, il n'y aura pas de fait générateur de TVA. Je vous rappelle que la TVA, c'est 20%. Donc, forcément, ce ne serait pas neutre si on appliquait 20% de TVA sur 1 million de valeurs
reçu. En revanche, ça ne veut pas dire que vous avez complètement tiré un trait sur la TVA. Lorsque la société émettrice va rendre des services en échange de paiement en jetons, elle va, comme une société traditionnelle, devoir payer de la TVA. Maintenant, la fiscalité, cette fois, de l'investisseur. Je vais parler d'abord de l'investisseur, personne physique qui investit à titre privé, qui est un peu ce qu'on retrouve le plus dans la littérature un peu classique, dans les médias. On parle plus de la fiscalité des particuliers que de celle des entreprises, qui est un peu plus complexe. Et c'est pour les particuliers, d'ailleurs, que la législation a été la plus créative, puisqu'il y a un régime dédié pour ces personnes-là. Donc, quand vous achetez votre jeton numérique, quand vous faites votre souscription, il ne va pas, si la levée de fonds se fait en monnaie euro ou dollar et que vous recevez en échange des cryptoactifs, il ne va rien se passer fiscalement, vous ne serez pas taxé au moment de l'acquisition. C'est un petit peu logique, vous investissez, donc on imagine mal comment on pourrait être taxé sur une opération d'investissement. Sur deuxième hypothèse, cette fois la levée de fonds, vous recevez des fonds que en cryptoactifs, c'est-à-dire que l'émetteur a décidé de ne recevoir des fonds que dans une cryptoactif, ça peut être l'Ether par exemple, ça peut être une autre. Et en échange, elle vous donne le jeton qu'elle vient de créer. Dans ces cas-là, vous pouvez quand même réaliser une plus-value quelque part, parce que vos Ethers, vous les échangez par une autre valeur, ça peut potentiellement constituer une plus-value. L'avantage du régime qu'on a en France, et ça c'est un point très important parce que pas mal de pays nous envient ce régime, c'est que l'échange entre deux actifs numériques, donc là je donne des Ethers et en retour je reçois un nouveau jeton, donc je vais donner un nom à un jeton, le jeton X, je verse des Ethers, ça c'est ma mise de fonds, et en retour je vais recevoir le jeton X. Et bien cet échange n'est pas une opération imposable d'après la loi française. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, puisque ça veut dire que tant que votre enrichissement demeure dans le monde virtuel, vous n'êtes pas taxé. Et ce n'est que quand vous voulez ressortir de l'argent du monde virtuel vers le monde réel qu'il y a un fait générateur d'imposition. Une fois que vous avez souscrit votre jeton, vous allez quand même avoir des obligations. La première, c'est déjà de déclarer vos comptes de jetons numériques. Alors là, c'est vrai qu'il y a une nuance à faire, c'est que soit votre portefeuille d'actifs numériques est géré par une plateforme, et dans ce cas-là, vous devez chaque année déclarer non pas la valeur de vos jetons d'ailleurs, hein, mais uniquement la référence du compte que vous avez dans cette plateforme, les références de votre portefeuille. Et il y a un formulaire dédié à ce sujet avec des pénalités et des amendes applicables si vous ne communiquez pas ce formulaire. Donc, l'idée de l'administration, c'est d'identifier que vous avez un compte dans une plateforme qui procède à des échanges de cryptoactifs et à des échanges entre des cryptoactifs et des monnaies traditionnelles. Et donc, l'administration peut demander à ces organismes plus d'informations sur votre situation. Mais en l'état, sur le formulaire, les contribuables n'ont uniquement qu'à donner le nom et l'identification de la plateforme. Si en revanche, vous avez un portefeuille d'actifs numériques qui n'est pas sous la gestion d'une plateforme, dans ces cas-là, vous n'êtes pas soumis à cette obligation puisque ça ne rentre pas dans le champ de la loi, puisque vous assurez vous-même, quelque part, la gestion de ce portefeuille. Je pense notamment à des portefeuilles Ledger ou MetaMask, qui sont des clés privées dont vous seul et que vous seul connaissez. Enfin, donc, ensuite, la fiscalité liée à la revente, qui intéresse surtout les investisseurs. Il faut savoir, là encore, c'est très important, si vous voulez revendre votre jeton, mais qu'en échange, vous recevez à nouveau des cryptoactifs. C'est ce que je disais tout à l'heure lorsque vous faisiez la souscription. Cette fois, vous voulez sortir de votre investissement initial en revendant sur un marché secondaire votre jeton numérique. Et si vous recevez en contrepartie un cryptoactif, ça peut être à nouveau des Ethers, par exemple, ou du Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, vous ne serez pas fiscalisé sur cet échange. En revanche, si dans ces cas-là, vous revendez votre jeton pour avoir en échange un paiement en monnaie et en cours légal, donc des euros de l'USD,
Là, en revanche, vous serez donc taxé à l'impôt sur le revenu. C'est vraiment, cette notion de fait générateur est très importante puisque dans un cas, vous n'êtes pas taxé, dans l'autre, vous l'êtes. Pourquoi? Parce que vous recevez de la monnaie vous permettant de revenir quelque part dans le monde traditionnel. Alors, voilà, ça, je passe rapidement. Sur des plus-values inférieures à 305 €, même non, c'est même pas sur des plus-values, sur des prix de cession, vous n'avez pas d'imposition, mais c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est sur une plus-value classique qui dépasse ce montant minimal. Vous avez donc une taxation de 30%. Pareil, pour les revenus d'activité sont souvent en France plus taxés. Hein. On a un barème progressif avec des tranches marginales pouvant aller jusqu'à 41-45%. Et à côté de ça, on a parfois la possibilité d'avoir des revenus qui sont taxés à des taux forfaitaires inférieurs aux plus hautes tranches du barème. Donc, au lieu que ça soit 45 ou 41, par exemple, vous recevez un dividende, vous faites une plus-value sur des actions, vous êtes taxé à 30%. Et donc, ce qui était très important pour le monde de la crypto, c'est d'avoir lui aussi droit à son taux de 30%, est divisé entre 12,8 au titre de l'impôt sur le revenu et puis 17,2 au titre des prélèvements sociaux. C'est pour ça qu'on parle souvent de flat tax de 30%. Ensuite, alors là, je vais passer un peu plus vite et peut-être aller directement à l'exemple, c'est le calcul de la plus-value qui est assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous achetez, je ne sais pas, une cryptoactif pour un prix de temps et que vous le revendez, il y a tellement de transactions potentielles. Même vous, à titre particulier, vous pouvez faire tellement d'échanges puisque, comme on l'a dit, ça se fait très facilement en un clic. Donc, les gens ont énormément de transactions et donc, il a été décidé de faire une méthode globale plutôt que faire calculer une plus-value en retraçant exactement la crypto-monnaie que vous avez pu acheter puis revendue. Donc, c'est un calcul qui est basé sur la valeur totale du portefeuille. Je vais passer sur la théorie et peut-être vous montrer un exemple qui sera peut-être plus parlant. Donc, voilà la méthode directement mise en pratique, parce que le temps passe aussi. Donc, janvier 2021, j'achète pour 1 000 € de jetons à l'issue d'une ICO. D'accord. 6 mois plus tard, je cède la moitié des jetons pour un prix de 600 €. Donc là, on va calculer la valeur globale de son portefeuille. Mon portefeuille, à la base, il valait 1 000 € d'actifs numériques et maintenant, il vaut 1 200 €. Si je vends que la moitié de ce portefeuille, ça veut dire que donc je revends 50%. Bon, et ben pour calculer une plus-value, c'est simple, c'est prix de cession moins prix d'acquisition. Le prix de cession, vous n'avez pas vraiment à réfléchir, c'est le prix de cession auquel vous avez vendu votre jeton, donc c'est 600 €. Ça, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Et c'est sur le calcul du prix d'acquisition qu'il faut en fait procéder à une fraction, c'est-à-dire qu'en tout, vous avez investi en tout 1 000 € pour acquérir votre portefeuille. C'est le capital investi. Vous avez investi 1 000 €. Et comme là, sur cette opération, vous revendez 50% de votre portefeuille, eh bien, il faut simplement faire 50% du coût total de votre investissement. Et ça vous donne 500. Et c'est pour ça qu'on considère dans ce cas de figure que vous faites une plus-value de 100 €. Enfin, donc voilà, ça, ce sont les formulaires déclaratifs. Bon, retenez sur les personnes morales, on va passer très vite pour avoir le temps de discuter de sujets plus larges. Retenez simplement qu'une personne morale ou une société, quand elle achète ou qu'elle souscrit des cryptoactifs, elle les inscrit à son bilan. Suivant ce qu'elle veut faire, si elle veut revendre ou si elle veut juste investir ou si c'est un professionnel qui est directement impliqué dans une technologie liée au blockchain, le traitement comptable peut être un peu différent. Et lorsqu'elle revend, c'est très important ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas, sur un échange entre un cryptoactif avec un autre, contrairement aux particuliers, l'entreprise est taxée au moindre échange. Voilà. Donc, si elle garde ses jetons, elle ne sera pas taxée à la fin de l'année, même si le cours du jeton est à la hausse. En revanche, si elle vend un jeton contre des euros, contre des dollars ou même contre une autre crypto-monnaie, elle sera fiscalisée quoi qu'il arrive. Il n'y a pas cette tolérance qui s'applique aux particuliers pour l'échange entre cryptoactifs. Voilà. Je repasse donc la parole à nous trois, tout simplement,
pour pouvoir aussi prendre les questions des auditeurs le cas échéant. Je peux faire une demande, une question? Tout à fait. OK. Alors, vous dites que si j'achète, par exemple, en France, un Bitcoin est passé à $3,000. Aujourd'hui, j'aimerais de vendre cette Bitcoin à $50,000, par exemple. Mais en fait, je ne vais pas vendre, je vais changer pour une autre monnaie stable. Et là, je ne suis pas taxé, c'est ça? Alors, oui, c'est une très bonne remarque. Oui, alors les monnaies stables, donc les stablecoins, c'est une crypto-monnaie, mais elle a cette particularité d'être indexée sur une parité avec une monnaie légale. Donc, un USDT ou un USDC, par exemple, c'est une crypto-monnaie qui est indexée sur le cours du dollar. Donc, à partir du moment où vous convertissez une crypto-monnaie que vous avez ou un jeton en un stablecoin, vous avez l'assurance que votre valeur va être figée. Et alors, elle peut peut-être évoluer parce que le cours du dollar évolue, mais évidemment, c'est un cours qui est beaucoup moins volatile que le cours de la crypto-monnaie que vous aviez précédemment. Donc, pour répondre à cette question, vous ne serez pas fiscalisé, mais effectivement, vous ne serez pas fiscalisé puisque effectivement, c'est un échange entre cryptoactifs, mais c'est vrai qu'il y a eu des débats sur ce sujet, donc ça lève des questions très intéressantes au niveau fiscal. Pourquoi? Parce que c'est un peu une monnaie refuge pour les utilisateurs, puisque ça permet tout de suite de stopper la volatilité. Et quelque part, c'est poser la question de savoir si est-ce que les stablecoins peuvent être considérés comme une crypto-monnaie au même titre que celles qui ont une volatilité. Alors évidemment, en l'état du droit, pour l'instant, il n'y a pas de raison d'avoir une position pratique qui dirait qu'on ne reconnaîtrait pas l'échange non taxable. Ça reste ça reste un actif numérique. Tant qu'on n'arrive pas à définir qu'un stablecoin peut constituer une monnaie ayant cours légal, comme le texte est très clair et distingue les monnaies ayant cours légal des actifs numériques, le stablecoin est un actif numérique. Et donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop de risque à considérer que c'est un échange entre actifs numériques non taxables. Mais c'est vrai que je serais curieux de savoir s'il ne va pas y avoir quelques commentaires ou développements là-dessus. Puisque on voit bien avec ce mécanisme de stablecoin et de monnaie refuge que ça peut permettre à des personnes, quelque part, d'échapper à la fiscalité, tout en échappant aussi à la très forte volatilité des marchés des crypto-monnaies. C'est très intéressant, merci. Et ça s'applique aussi pour la personne morale? Non. Les personnes morales n'ont pas ce débat, puisqu'effectivement, quoi qu'il arrive, elles sont taxées à chaque échange. OK, merci. Alors, moi j'avais... S'il y a des questions, ouais. S'il y a des questions parmi les participants à ce séminaire, surtout n'hésitez pas à prendre la parole en live ou à travers le chat. Bonjour à tous. Kaina, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, tout à fait. Super. J'ai une question en tant qu'investisseur. Quand j'investis dans un STO, que ce soit une dette ou un equity, je peux comprendre la valeur de ce token parce qu'elle est équivalente à la valeur de l'entreprise. Évidemment, il y a différentes façons de calculer la valeur de l'entreprise, mais je peux comprendre sa valeur. Quand j'investis en tant qu'investisseur dans un ICO, comment je sais la valeur de ce token? Qu'est-ce qui définit sa valeur? Moi, je peux dire que c'est la communauté et c'est aussi si la technologie de les projets elle est bien faite. Les valeurs de l'ICO, mon vision, les valeurs de l'ICO, il est plus évalué quand vous regardez, c'est quoi la technologie qui c'est derrière, c'est quoi les incentives, c'est les tokens économiques qui c'est derrière, et aussi c'est quoi la communauté qui adopte cet ICO. C'est ça que moi je pense. Si vous voulez regarder les ICO dans le côté d'un investissement,
peut-être vous pouvez regarder aussi qu'est-ce que sont les entrepreneurs qui sont derrière, les gens qui sont derrière, la technologie qui est derrière, s'il y a les partenaires, s'il y a bien structuré dans le niveau juridique, s'il y a la crédibilité, comme les visas ici en France. Et c'est ça que moi je pense. Merci pour votre question. Merci pour votre question. Effectivement, il n'y a pas de réponse toute faite dans ce type de levée de fonds. Et je rejoins complètement ce que vient de dire Yulgan. C'est-à-dire que ça va être en fait la nature du projet qui va être examinée. Quelle est la valeur ajoutée du projet par rapport aux concurrents? Est-ce que la société, c'est déjà une société qui existe, qui a déjà des services qui fonctionnent ou des produits? Enfin, effectivement, et voir quels sont les porteurs du projet. D'où effectivement l'importance attachée au fait de quand même de présenter les risques afférents ce type d'opération. Merci beaucoup. Il y a une question de Claudia qu'elle a posée directement sur le chat. Et si lors de l'échange, il est avéré une plus-value en termes d'échange? Alors donc, on est dans un cas de figure où il s'agit d'un investisseur particulier qui investit à titre privé, j'imagine. Effectivement, si l'échange traduit une plus-value, cette plus-value n'est pas taxable. Si l'investisseur est domicilié fiscalement en France, que l'ICO a lieu en France, on applique donc la loi française et c'est vrai que d'ailleurs, le sujet de notre présentation, c'était l'attractivité de la France. On le rappelle seulement maintenant, mais effectivement, il y a deux facteurs d'attractivité. D'abord, la sécurité juridique, c'est-à-dire savoir où on va. Ça peut être un peu contraignant, mais au moins de savoir où on va, c'est très important. Par exemple, je prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, ils n'ont pas du tout développé une législation propre aux cryptoactifs. Donc, les avocats ou les porteurs de projets vont devoir sont dans une législation de la finance traditionnelle et ont chaque jour des casse-têtes sur est-ce que c'est applicable par analogie à ma situation, qui est une situation totalement différente. Nous, on a ce mérite d'avoir donc des textes. Et sur la partie donc fiscale, il y a un gros avantage pour le coup en France qui est que sur l'échange, vous n'aurez pas à déclarer un revenu à l'année d'après et vous n'aurez pas donc à payer d'impôts sur cet échange l'année d'après. Donc, tant que votre investissement reste dans la blockchain, il n'est pas taxé, il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu en France. Intéressant au niveau investissement pour attirer des investisseurs en France. Complètement. Alors après, je ne vous cache pas que… Particulier, quoi. Alors, les particuliers, ouais. Pour les particuliers, ouais. Pour les particuliers, c'est très intéressant. Hein, ouais. Ok. Et alors, je ne vous cache pas évidemment que souvent, là où les gens peuvent avoir des besoins, c'est quand il y a un projet d'acquisition immobilière, quand voilà, c'est le retour de cet investissement dans l'économie traditionnelle pour faire un investissement immobilier. Typiquement, c'est souvent ça qui revient. Et donc là, faut réussir à rapatrier l'argent dans le monde, dans le système bancaire que l'on connaît. Et c'est là où effectivement, déjà il y a une fiscalité, et ensuite peut se poser aussi d'autres questions, notamment au niveau, comme disait Amélie, blanchiment, etc. Mais c'est vrai que sur les particuliers, on a cette neutralité. Chez les entreprises, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est doublement pénalisant parce que si vous êtes taxé sur des plus-values alors que vous ne faites qu'échanger des cryptoactifs, le revenu, lui, reste en cryptoactifs alors que l'impôt doit être payé en euros. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous avez un taux d'imposition de 25%, ça veut dire qu'il faut au moins convertir en monnaie euro 25% de votre investissement. Alors que si vous êtes sur une affaire en or, vous n'avez pas forcément envie de désinvestir. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, Yulgan, c'était une des discussions qu'on avait eues en préparant ce webinaire. Je crois que la Suisse est un peu plus avant-gardiste que nous, en tout cas l'administration fiscale suisse, puisqu'ils autorisent des paiements d'impôts
en cryptoactifs, c'est ça? Oui, il y a le canton de Zug. Il a commencé à permettre que les impôts puissent payer avec les cryptos, les bitcoins, en fait. Ça, c'est incroyable. Il y a aussi autre chose que c'est à Portugal, qu'il a permis que les trading de bitcoins ne sont pas taxés. Ça, c'est l'autre chose intéressante. Mais ici en Suisse, je ne crois pas qu'il y a les incentives différents de la France dans les domaines des taxes. Je vois qu'il y a une question dans le chat qui porte sur sur les NFT. La question est la suivante. Si j'ai une œuvre d'art en tant que représentant d'un artiste, à qui dois-je m'adresser pour la mettre en vente en Ether? Alors là, on va parler, on est dans le régime de la tokenisation des œuvres d'art. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question directement. En fait, le régime des NFT alors, fait l'objet d'un débat juridique en France. Il n'est pas totalement tranché et on n'est pas tous d'accord, même entre avocats, sur cette question-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que contrairement à un jeton d'ICO classique qui confère un droit d'usage sur des produits et services futurs et qui est par nature fongible, le NFT, lui, donc c'est un certificat d'authenticité associé à une blockchain sur une œuvre d'art, il est par définition unique et donc la valeur du NFT associé à l'œuvre d'art ou les droits de propriété intellectuelle qui se posent dans ce type de questions. Donc sa valeur sera fixée en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Et après, s'agissant de à qui on doit s'adresser pour mettre en vente ce type d'œuvre d'art, en fait, aujourd'hui, il y a des plateformes qui proposent ce type de service. Voilà, donc ça, voilà. Arnaud, je ne sais pas si tu veux compléter mon propos à ce sujet, mais on sort un tout petit peu du cadre des ICO et de jetons d'ICO dont on parle aujourd'hui. Oui, moi, je peux parler un petit peu là. Vas-y, Yugen. Bien sûr, bien sûr. Là c'est intéressant cette demande parce qu'il y a deux formes de faire ça. La première, c'est la tokenisation, comme vous dites, Amélie. Alors, dans la tokenisation, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est digitaliser les droits sur l'art qui est créé dans le monde réel. Il y a aussi la possibilité de créer un NFT, qui c'est le Non-Fungible Token, en fait, c'est un art digital. Là, il n'y a pas la représentation de l'artiste. Le token, il y a, lui, il est l'art aussi même, on dit comme ça, lui-même. Et dans le domaine de la tokenisation, qu'est-ce que c'est important? Ce n'est pas vraiment une problématique qui est technologique. Vous pouvez faire ça avec l'Ethereum. La problématique, c'est en fait juridique. Parce qu'il faut qu'il mette à jour la possibilité de faire une union entre les tokens et les droits qu'ils représentent sur l'art. C'est ça le problème principal. Dans les NFT, c'est toujours simple parce que les comportements de l'NFT, c'est comme un ICO, c'est comme une crypto-monnaie. Les droits, il a pour si même, est là, dans le NFT. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut faire une nuance parce que de la même façon, Yugen, je voudrais bien avoir ton commentaire là-dessus sur le mot blockchain parce que aujourd'hui, on entend parler de beaucoup d'opérations où on cite la blockchain, on cite le mot tokenisation. Et je pense que l'objet aussi de ce webinaire, c'est de faire un peu de pédagogie sur ce qu'est vraiment la technologie de la blockchain, parce que je ne crois pas que tous les projets qu'on voit passer sur Internet soient forcément des vrais projets blockchain. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi là-dessus? Pardon. Bien sûr, je peux faire. Je vais partager mon écran ici. Ça, c'est une conférence que j'ai donnée sur l'Université de Lyon, en fait, avec un professeur de l'Université de Genève qui ont parlé sur les blockchains et les stakeholders de la blockchain. On a pris cette slide ici qui montre un petit peu comment ça marche la technologie d'information.
qu'il y a aussi trois types de technologies, que c'est centralisé, décentralisé et distribué, on dit comme ça. Et en fait, la plupart des systèmes d'information du monde, ils sont centralisés comme ça. Et ça, il y a un problème parce que quand le système est centralisé, c'est les centres ici qui donnent, que c'est tout en fait. Si quelque chose arrive dans le centre, tous les corps ici, il marche pas, il est compromisé, comme dit ça. C'est en fait, toute la structure, elle est vulnérable pour les centres. Si quelque chose arrive dans les centres, toutes les structures, elles restent vulnérables. Dans les systèmes distribués, qui c'est plus comme les blockchains marchent, la distribution de l'information, elle est distribuée pendant beaucoup de gens dans le monde qui forment la communauté, qui indique que c'est une communauté distribuée pour le monde. Ça veut dire que toutes les informations ici, ils sont dedans 7 points, qu'on appelle en blockchain nodes. Et quand quelque chose arrive dans un point comme ça ne va pas vulnérabiliser toutes les structures. C'est ça la sécurité de la blockchain. Et quand on voit ça, c'est très important quand on regarde les projets de blockchain que ça arrive distribué, comme c'est le troisième exemple ici. Parce que s'il est distribué, ça veut dire que c'est la communauté qui contrôle, ce n'est pas une entité centralisée qui contrôle. Et aussi, quand on voit les legacy banks, comme on dit en anglais, ou les banques traditionnelles, ils marchent surtout sur les modèles centralisés. Et c'est bien, ça marche bien, mais il y a beaucoup de coûts en ça, il y a l'intermédiation, il y a tout. Si on voit dans les systèmes décentralisés, on peut leverage, on peut faire, en fait, on peut prendre beaucoup plus de potentiel de la structure et moins de coûts pour faire la transaction sur l'Internet, c'est ça. Et en fait, quand le Bitcoin est arrivé avec la possibilité de faire la première transaction des paiements dans le monde, ça a changé un petit peu les choses. Et aujourd'hui, on vit l'Internet des valeurs. Parce qu'avec les tokens, comme la dernière question, les tokens sur les blockchains, ils peuvent transiter dans le monde avec pas la nécessité de s'intermédier pour quelqu'un d'autre. C'est ça la partie éducative de la sécurité de la blockchain. Il y a beaucoup de gens qui font la tokenisation dans le monde aujourd'hui. Pas beaucoup, mais il y a pas mal d'entreprises qui font ça. Mais dans la majorité des cas, elles sont intermédiaires et les tokens restent dans la structure. Et nous, on pense que ça ne change pas grand-chose de la banque traditionnelle. En fait, c'est un système centralisé qui contrôle la transaction. Nous, on pense qu'à l'avant-garde, l'avenir de ça, c'est pour possibilité que les tokens, il a le transit sur le monde, sur les blockchains, en fait. Sur l'Ethereum blockchain, sur le Polkadot blockchain, sur l'autre blockchain qui permet que les tokens, il voyage sur les blockchains. Pas que c'est vraiment fermé dans une ambiance, que c'est une ambiance centralisée. Parce que pour nous, il n'y a pas de sens en ça. Comme ça, je ne peux pas utiliser, je n'utilise pas les blockchains, j'utilise un système centralisé, j'ai fait la même chose. On dit qu'on a rien contre l'intermédiaire, mais on pense qu'aujourd'hui, l'intermédiation, elle est presque obligatoire. Hein. Si on commence à faire la transaction, il faut qu'on utilise un carton de crédit, il faut qu'on utilise un carton bancaire pour la transaction des paiements. Aussi, si on fait une transaction de valeur comme une valeur mobilière, un security token, il faut qu'on utilise aussi un système centralisé. Alors, c'est presque mandatoire qu'on utilise un système centralisé et qu'on est intermédiaire. Et quand on utilise la blockchain, c'est la possibilité de faire ça peer-to-peer, de faire ça entre les gens, par l'intermédiation. Et moi, je pense que les rôles des pays comme la France, la Suisse, c'est vraiment pour donner la possibilité, les passes pour les gens pour mettre à jour les types de systèmes informatiques qui peuvent faire ça plus vite, plus simple qu'avant. Merci, Yugen. C'était très clair. Encore des questions? Est-ce que vous pouvez quand même partager avec le participant
tous les slides que vous avez montrés, Arnaud. Pour Arnaud, pour Amélie. Oui, alors je crois déjà il va y avoir ce qui est prévu, c'est un replay, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous sommes en train d'enregistrer. Oui. Et non, oui, on va en discuter, mais a priori, il n'y a aucun problème, bien sûr. D'accord, ok. Parce que c'est une question qu'Anna vient de poser ici dans le chat. D'accord, c'est tout. Non, pas de souci, ouais. Il y a une chose, Arnaud, qu'on parlait hier, c'est la possibilité d'ouvrir l'entreprise et utiliser pour l'ouverture ici en Suisse les crypto-monnaies, pas l'argent à la banque. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si ça, c'est le cas de la France. Amélie, je crois que non, justement. Non, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Hein. C'est intéressant parce que si on utilise la possibilité de faire les changements, comme Arnaud a dit, à des crypto-monnaies comme Ethereum, change pour la stablecoin, il n'y a pas event taxé là. Ça, c'est intéressant. Et après, on prend la stablecoin et on peut créer l'entreprise, comme c'est une contribution in nature pour la création de l'entreprise, à la crypto-monnaie et pas vraiment l'argent qui est dans la banque. Ça, c'est très intéressant. On fait ça ici en Suisse, je pense, 2 fois, d'ouvrir l'entreprise avec l'Ethereum et pas avec l'argent de la banque. C'est intéressant ça. Et au Brésil, il y a aussi la discussion avec la possibilité en São Paulo pour créer l'entreprise, une contribution in nature, et utiliser la crypto-monnaie et pas l'argent de la banque. C'est très intéressant ça. Nous, d'ailleurs, ça fait partie, c'est dans les tuyaux des projets de loi. En fait, la communauté, parce qu'il y a pas mal de lobbying des avocats que nous sommes là, sur ces sujets pour se rapprocher des pouvoirs publics. Et le projet, c'est de prévoir, vous savez, quand on investit dans une PME en euros, aujourd'hui, on a le droit à une réduction d'impôt. Je ne me rappelle plus exactement le taux, mais ça peut être 15% ou 10%, 20%, peu importe. Mais vous investissez un ticket, vous mettez 100 000 euros dans une société, et puis vous avez une réduction d'impôt. Là, l'idée, ça serait un peu de la même façon, pouvoir réinvestir, c'est-à-dire apporter son portefeuille d'actifs numériques dans une société. Et cet apport, qui est normalement donc une plus-value, puisqu'à partir du moment où on déplace une valeur vers vers une société, nous-mêmes, on s'en sépare, donc normalement, c'est taxable. Et l'idée serait de considérer que cette opération n'est pas taxable parce que c'est un réinvestissement. Et ça, on pousse beaucoup là-dessus parce que ça serait une façon de flécher l'investissement parce que ça ne serait pas pour acheter une voiture de collection, ça ne serait pas pour acheter non plus une résidence grand luxe. Non, ça serait pour le réinvestir dans l'économie et dans notre tissu de start-up. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Pour finir un peu sur la note attractivité française, parce que je sais que la Suisse est attractive, mais justement, comme l'idée de cette présentation, c'est d'être un peu cocorico, voilà, j'essaie d'avoir le dernier mot sur l'attractivité de la France. Merci. Alors, cela étant, pour rebondir sur cette question-là aussi, effectivement, moi, j'ai quand même un client cette semaine qui m'a indiqué qu'il y aurait une banque qui serait capable de le suivre en France, là, sur un apport dans un projet d'achat immobilier avec un apport de 10% de la valeur du bien en crypto, en Ether en l'occurrence. Alors, je vais demander un peu de précision parce que j'avoue que j'ai moi-même été surprise par cette option. Donc voilà, j'attends le retour, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même certains acteurs de l'économie traditionnelle qui quand même s'intéressent à la question et s'ouvrent à la question, quoi. Parfait. Ambassadeur? Je crois que le moment est venu, oui, de conclure, si vous le voulez bien. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Et je voulais d'abord vous dire combien j'ai apprécié moi-même la façon dont vous avez décortiqué tous les trois un sujet à la fois très nouveau finalement et très touffu pour lui donner pas mal de clarté. Et surtout, je crois que vous lui avez donné un peu un sens politique, dans la mesure où, comme l'a dit Arnaud, c'est un problème d'attractivité. Peut-être que la Suisse est un tout petit peu plus attractif, c'est dans ses traditions et ses gènes, que la France, mais il faut bien reconnaître que dans un pays terriblement réglementé comme le nôtre, on est parvenu quand même à ce stade
à garantir une certaine attractivité dans ce domaine. Attractivité pour qui? D'abord pour ceux qui lèvent les fonds. J'ai compris qu'évidemment, les startups en particulier sont très intéressés à avoir des solutions rapides, avec un minimum de contraintes administratives. Et ça, actuellement, donc, c'est possible, avec quand même, comme nous l'a montré Amélie, un minimum de garanties pour éviter des risques majeurs, d'escroquerie ou de volatilité telle que l'argent disparaît à peine est-il investi, avec notamment les précautions du visa ou les précautions du pseudo-visa, si j'ai bien compris, puisque à travers le white paper, on peut d'une certaine façon s'attribuer une certaine garantie, un certain encadrement de l'opération. Donc, je crois que pour les entreprises, c'est évidemment une législation attractive. Et pour l'investisseur, comme l'a rappelé Arnaud, en tout cas l'investisseur individuel, particulier, cet avantage fiscal qui consiste à pouvoir ne rien payer tant qu'on est dans le virtuel, dans le numérique, c'est quand même un très gros avantage qui permet à la fois de faire des opérations et de gagner potentiellement de la valeur. Donc, je crois qu'actuellement, la France se place plutôt bien. Ce qu'il faut imaginer, sans doute, c'est qu'il va y avoir des harmonisations, parce que c'est inévitable. On ne peut pas rester chacun dans son coin avec une réglementation particulière. J'imagine qu'au sein de l'Union européenne, enfin, j'imagine pas, je sais qu'au sein de l'Union européenne, on réfléchit déjà beaucoup, évidemment, à un encadrement général, sous forme sans doute de directives proches. Et puis, c'est probablement aussi au sein de l'OCDE, au sein des organismes d'harmonisation, on ira sans doute vers un petit peu plus d'égalité de traitement entre les uns et les autres. Moi, je voudrais finir sur une note vraiment franco-brésilienne. Espérer qu'on puisse faire un jour, peut-être avec vous ou certains d'entre vous, un exercice comparable concernant le Brésil, pour savoir comment ça se passe là-bas et voir dans quelle mesure des opérateurs français, des investisseurs français, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que dans l'autre, sait-on jamais, il peut y avoir des investisseurs brésiliens aussi en France, peuvent être intéressés transatlantiques, si je puis dire, à faire en sorte que le problème soit posé en termes d'investissement dans l'autre pays. Et ça serait très intéressant parce qu'il est évident que tout ça évolue très vite. Je pense que les entreprises françaises, les investisseurs français, les fonds, etc., ils vont se poser très vite la question de savoir comment, éventuellement, on peut aller faire des opérations au Brésil qui sont potentiellement peut-être plus rentables même que sur notre marché. Voilà les réflexions que je fais, si vous me le permettez. J'espère avoir compris à peu près l'enjeu. En tout cas, merci encore à tous. Merci, vous avez été à la fois brillants et clairs, ce qui est pas toujours le cas sur des sujets difficiles. Merci à Rose pour le travail qu'elle a fait, comme toujours, avec beaucoup de précision et d'efficacité pour que tout ça reste fluide et qu'on puisse dialoguer facilement. Puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont posé des questions, qui ont bien été, je crois, actifs et réceptifs. Je pense que c'était une bonne conférence. Merci. Merci. Merci beaucoup.